Entre 1939 et 1945, les États-Unis sont passés de quelques centaines de chasseurs obsolètes à la production de 300 000 avions, le plus grand exploit industriel de l'histoire de l'humanité. Ce n'étaient pas que des machines. C'étaient les armes qui ont gagné la guerre dans les airs, des jungles de Guadalcanal aux cieux au-dessus de Berlin. Décortiquons-les tous. Mais d'abord, si vous êtes obsédé par l'histoire de l'aviation comme nous, cliquez sur Abonnez-vous et laissez un commentaire. Quel avion de la Seconde Guerre mondiale est votre préféré? Allez, c'est parti. On commence avec les chasseurs de l'Army Air Force, le Curtiss P-40 Warhawk. C'était le cheval de bataille américain quand la guerre a commencé. Bien sûr, il ne pouvait pas grimper au-dessus de 4500 mètres. Ce moteur Allison n'avait tout simplement pas le compresseur nécessaire. Mais le P-40 était solide comme un tank, lourdement armé, et les pilotes ont appris à utiliser ce qu'il avait. Une vitesse de piqué mortelle. Les tigres volants en Chine ont perfectionné la tactique du boom and zoom, pique, frappe fort, dégage. Pas de combat tournoyant avec les zéros, il nous a maintenus dans le combat quand on en avait le plus besoin. Le Bell P-39 Air Cobra. Voilà un truc bizarre. Bell a placé le moteur derrière le pilote pour pouvoir monter un canon de 37 mm tirant à travers l'hélice. Train d'atterrissage tricycle, porte de voiture, ce truc avait l'air de venir du futur. Le problème, c'est qu'ils ont retiré le turbocompresseur et soudain, ils ne pouvaient plus combattre en altitude. Les Britanniques l'ont détesté. Mais l'envoyer aux Russes? Histoire complètement différente. Les pilotes soviétiques l'adoraient parce que le combat sur le front de l'Est se déroulait bas et lent, exactement là où le P-39 excellait. Le Bell P-63 King Cobra. Pensez à celui-ci comme au grand frère plus méchant de l'Aira Cobra. Presque tous sont allés aux soviétiques via le Land-Lease et ils ont tout écrasé dans les mains des As russes. Les forces américaines, à peine touchées. Le République P-43 lancé. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais ce chasseur comptait. Il a prouvé que le turbocompresseur pouvait fonctionner et cette technologie est devenue l'épine dorsale du légendaire P-47. Les Chinois en ont piloté quelques-uns au combat, mais son véritable héritage, c'est ce qu'il a appris aux ingénieurs de République. Le Vultee P-66 Vanguard. Un chasseur d'exportation qui a fini en Chine où il a galéré. Les pièces de rechange étaient un cauchemar et il ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec les chasseurs japonais. Temps désespéré, mesure désespérée. Le Lockheed P-38 Lightning. Maintenant on parle. 2 moteurs, 2 poutres, une nacelle centrale bourrée de canons, ce truc ne ressemblait à rien d'autre dans le ciel. C'était le premier chasseur américain à dépasser 640 km/h et dans le Pacifique, il est devenu une légende. Ces 2 moteurs signifiaient que vous pouviez rentrer en boitant si l'un était touché et les canons dans le nez, pas de problème de convergence. Vise et tire. Richard Bong et Thomas Maguire, les meilleurs as américains, pilotaient tous deux des P-38. Et c'était un Lightning qui a traqué et tué l'amiral Yamamoto. Le République P-47 Thunderbolt. Les pilotes l'appelaient le Jug. Et quand vous en verrez un, vous comprendrez pourquoi. Cette bête était construite autour d'un moteur radial massif et du plus gros système de turbocompresseurs jamais monté sur un chasseur. Plus de 15 600 ont été construits, plus que tout autre chasseur américain. Au début, il escortait les bombardiers à haute altitude. Plus tard, il est devenu un monstre d'attaque au sol. Ce radial refroidi par air pouvait encaisser des coups qui auraient de tuer un moteur à refroidissement liquide et les P-47 ont absolument déchiqueté les blindés allemands à travers la France. Le North American P-51 Mustang, celui qui a gagné la guerre. Conçu à l'origine pour les Britanniques, le Mustang n'a atteint son potentiel que lorsque quelqu'un a remplacé le moteur Allison par un Rolls-Royce Merlin construit par Packard. Cette aile à flux laminaire lui donnait une portée et une efficacité incroyables. Soudain, les bombardiers américains avaient une escorte qui pouvait aller jusqu'à Berlin et revenir. La Luftwaffe devait combattre au-dessus de son propre territoire et elle ne pouvait pas gagner cette guerre d'usure. Le P-51D, avec sa verrière en bulle et ses 6 mitrailleuses de calibre .50, est devenu le chasseur définitif du théâtre européen. Le Northrop P-61 Black Widow, le premier avion américain conçu dès le départ comme chasseur de nuit, grande plateforme bimoteur, radar dans le nez, canon lourd et une tourelle dorsale. Il chassait dans le noir quand personne d'autre ne pouvait voir, opérant efficacement en Europe et dans le Pacifique. Le Bell P-59 Air Comet, le premier chasseur à réaction américain super secret quand il a volé en 1942. Malheureusement, c'était aussi un peu un ratage, à peine plus rapide que les chasseurs à piston qu'il était censé remplacer. Il n'a jamais vu le combat, mais il a appris à la première génération de pilotes américains à réaction comment voler sans hélice. Le Lockheed P-80 Shooting Star. Lockheed a construit ce jet en 143 jours après avoir réalisé que le P-59 ne faisait pas l'affaire.
premier avion américain à atteindre 800 km/h en vol horizontal. Quelques-uns sont arrivés en Europe pour des tests avant la fin de la guerre, mais ils n'ont jamais tiré un coup. Pourtant, le P-80 est devenu le premier chasseur à réaction américain produit en série et a posé les bases de tout ce qui a suivi. Parlons maintenant des chasseurs embarqués de la Navy, le Grumman F-4F Wildcat. Quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, c'était ce que la Navy avait. Sur le papier, le Zero était meilleur dans presque tous les domaines. Plus rapide, plus maniable, meilleure montée. Mais le Wildcat avait du blindage et des réservoirs auto-obturants et les pilotes américains ont développé des tactiques pour exploiter ça. John Thatch a inventé le Thatch Weave, une manœuvre défensive en ciseaux qui permettait aux Wildcats de se couvrir mutuellement et de survivre contre des forces supérieures. Il a tenu la ligne à la mer de Corail et à Midway quand perdre n'était pas une option. Le Grumman F-6F Hellcat, c'était la réponse directe de Grumman au Zero. Et ça a marché. Plus rapide, montait mieux, frappait plus fort, mais toujours facile à poser sur un porte-avions. Le Hellcat a accumulé un ratio de victoires de 19 contre 1 et revendiqué plus de 5000 victoires aériennes, plus que tout autre chasseur naval allié. À la bataille de la mer des Philippines, le tir aux dindes des Mariannes, les Hellcats ont brisé définitivement l'échine de l'aviation navale japonaise. Le Vought F-4U Corsair. Cette aile inversée en forme de mouette n'était pas juste pour le style. Elle permettait à Vought de monter une hélice massive tout en gardant le train d'atterrissage court. Les premiers Corsair avaient une sale habitude de rebondir à l'appontage, alors la Navy les a donnés aux Marines pour des opérations terrestres. Dans les Salomon, les pilotes des Marines ont transformé le Corsair en légende. Ironiquement, c'est la Fleet Air Arm britannique qui a découvert comment le poser en toute sécurité sur des porte-avions et en 1944, il était de retour sur les ponts américains comme chasseur-bombardier premier. Le Grumman F-7F Tigercat. Le premier chasseur bimoteur de Grumman, rapide, lourdement armé et méchant. Mais il se posait trop vite pour les vieux porte-avions. Donc, il a principalement volé avec les Marines comme chasseur de nuit terrestre. Arrivé trop tard pour voir des combats sérieux pendant la Seconde Guerre mondiale, le Grumman F-8F Bearcat. Prenez le plus gros moteur radial que vous pouvez trouver, enveloppez-le dans la plus petite et légère cellule possible et vous obtenez le Bearcat. Taux de montée fou, agilité dingue. Il est entré en service en mai 1945, a juste manqué la guerre, mais il représentait le sommet absolu de la conception des chasseurs à piston. Le Ryan FR, un Fireball, un hybride. Moteur radial à l'avant pour la croisière, moteur à réaction dans la queue pour les poussées de combat. Le premier avion opérationnel de la Navy avec un moteur à réaction. Un escadron les a reçus avant la capitulation du Japon, mais ils n'ont jamais tiré un coup dans la colère. Un pont fascinant entre deux époques. C'est l'heure des poids lourds, les bombardiers stratégiques. Le Boeing B-17 Flying Fortress, le symbole de la puissance aérienne américaine au-dessus de l'Europe. Cette aile épaisse et cette structure robuste signifiaient que les B-17 pouvaient subir des dégâts incroyables et ramener quand même leurs équipages à la maison. Les équipages l'adoraient. Ouais, le B-24 volait plus vite et plus loin, mais la forteresse a gagné sa réputation par sa pure capacité de survie. Le Consolidated B-24 Liberator, l'avion militaire américain le plus produit de tous les temps. 18 100 exemplaires. Cette aile Davis était incroyablement efficace, donnant au B-24 une meilleure vitesse, portée et charge utile que le B-17. Mais il était aussi plus fragile. Toucher le longeron de l'aile au mauvais endroit et le tout pouvait se plier. Les équipages l'appelaient le cercueil volant. Mais ils l'ont aussi piloté partout dans le monde. Il a fermé le gap mid-Atlantique en chassant les U-Boots et dans le Pacifique, il atteignait des cibles que le B-17 ne pouvait pas toucher. Le Boeing B-29 Super Fortress, le projet d'armement le plus cher de la guerre, a coûté plus que le projet Manhattan. Cabine pressurisée, tourelle télécommandée, portée suffisante pour frapper le Japon depuis les Mariannes. Au début, ses moteurs Wright Air 3350 surchauffaient constamment, mais une fois que Curtis LeMay a changé de tactique pour des raids incendiaires à basse altitude, le B-29 est devenu l'arme qui a brûlé l'industrie japonaise jusqu'au sol. Et oui, Enola Gay et Bockscar, les avions qui ont largué les bombes atomiques, étaient ces des B-29. Le Consolidated B-32 Dominator, le plan B au cas où le B-29 échouerait. Il n'avait pas de pressurisation et il a souffert de ses propres retards. Seulement 118 ont été construits, ont vu un combat limité dans le Pacifique à l'été 1945. Un B-32 a été impliqué dans le tout dernier engagement RR de la guerre le 18 août 1945. Changeons de vitesse vers les bombardiers moyens. Le North American B-25 Mitchell. À jamais célèbre pour le raid de Doolittle, 16 d'entre eux ont décollé du porte-avions Hornet pour bombarder Tokyo en avril 1942. Le Mitchell était un bombardier bimoteur sûr et fiable.
Mais dans le Pacifique, les équipages ont commencé à boulonner des mitrailleuses supplémentaires dans le nez et les modèles ultérieurs venaient de l'usine avec des nez solides de Straffer bourrés de calibre 50 et même un canon de 75 mm. Ces B-25 canonnières ont déchiqueté les navires et cibles terrestres japonais. Les Marines les ont pilotés comme PBJ-1, souvent avec radar pour les frappes de nuit. Le Martin B-26 Marauder, rapide et élégant, mais cette charge à l'air élevé signifiait des vitesses d'atterrissage élevées. Les élèves le craignaient, d'où le surnom de faiseur de veuves. Mais au combat, surtout au-dessus de l'Europe, le B-26 s'est avéré incroyablement robuste et a fini avec le taux de perte le plus bas de tous les bombardiers de l'USAAF. Allez comprendre. Le Douglas B-18 Bolo, essentiellement un DC-2 militarisé, c'était le bombardier principal de l'armée à la fin des années 30. Obsolète à Pearl Harbor, mais il a trouvé une seconde vie à chasser les U-Boots dans les Caraïbes. Le Douglas B-23 Dragon, plus rapide que le B-18, mais il n'a jamais égalé le B-25 ou le B-26, a fini principalement à transporter du cargo et du personnel. Maintenant, les avions d'attaque, les destructeurs terrestres à basse altitude. Le Douglas A-20 Havoc, un bombardier léger polyvalent qui a volé avec l'USAAF, la RAF, qu'il appelait Boston, et les soviétiques. Assez rapide pour fonctionner comme chasseur de nuit, la variante P-70, et mortel dans les bombardements à basse altitude parafrag à travers le Pacifique. Le Douglas A-26 invadé, le sommet. Rapide, lourdement armé, pouvait porter une charge de bombes sérieuse. Entré en service en 1944 et a remplacé à la fois le A-20 et le B-26 Marauder. Si bon qu'il est resté en service à travers la Corée et le Vietnam. Fun fact, en 1948, il a été redésigné B-26, ce qui cause une confusion sans fin avec le Martin Marauder. Le Douglas A-24 Banshee, la version de l'armée du SBD Dauntless de la Navy. Le problème, c'est que les pilotes de l'armée n'avaient pas la formation ou la doctrine pour le bombardement en piqué et le A-24 s'est avéré trop lent et vulnérable pour les opérations terrestres. Retiré tôt. Passons aux avions d'attaque navale, bombardiers en piqué et torpilleurs. Le Douglas SBD Dauntless, lent mais mortel. Considéré comme obsolète en 1941 mais devenu le tueur de navires le plus efficace de toute la guerre. Ses volets de piqué perforés le rendaient incroyablement stable en piqué. Les SBD ont coulé 4 porte-avions japonais à Midway et renversé le cours de la guerre du Pacifique en une matinée. Le Curtiss SB-2C Helldiver, censé remplacer le SBD, plus gros, plus rapide, charge utile, plus lourde. Malheureusement, il était aussi plagué de problèmes structurels et se pilotait comme un cochon. Les pilotes l'appelaient « fils de pute de deuxième classe ». Il a finalement vu une utilisation intensive à partir de 1944, mais beaucoup d'équipages préféraient toujours le vieux Dauntless. Le Vought SB-2U Vindicator, une conception d'avant-guerre obsolète avec des ailes recouvertes de tissu, a vu un combat désespéré à Midway avec les Marines, a subi de lourdes pertes, puis a été retiré du combat. Le Douglas T-BD Devastator, le premier torpilleur monoplan tout métal de la Navy, et en 1941, un piège mortel. Lent, mal blindé, transportant une torpille qui fonctionnait à peine. À Midway, les escadrons de TBD ont été massacrés. Ils n'ont marqué aucun coup, mais ont attiré les chasseurs japonais vers le pont, ce qui a dégagé le ciel pour les SBD. Tragique, mais stratégiquement crucial. Le Grumman TBF/TBM Avenger, le remplaçant du Devastator, est tout un monde de différence. Robuste, lourd, pouvait encaisser d'énormes dégâts. Tourelle motorisée, soute interne pour torpilles ou bombes, conçue par Grumman TBF, mais la plupart construits par General Motors TBM pour que Grumman puisse se concentrer sur les chasseurs. Les Avengers ont chassé les sous-marins dans l'Atlantique et coulé des navires dans le Pacifique. Parlons de patrouille et de reconnaissance, les yeux de la flotte. Les Lockheed F4 et F5 Lightning, version de reconnaissance photo non armée du P-38. Les caméras ont remplacé les canons et ces avions volaient profondément en territoire ennemi seul, comptant sur la vitesse pour survivre. Ils ont cartographié les cibles à travers l'Europe et le Pacifique, fournissant le renseignement qui rendait les campagnes de bombardement possibles. Le Consolidated P-Bebry Catalina, hydravion lent et lourd avec une endurance légendaire. Il a repéré la flotte japonaise avant Midway, trouvé le Bismarck dans l'Atlantique et sauvé des pilotes abattus partout dans le Pacifique. Les missions de recherche et sauvetage Dumbo ont sauvé des milliers de vies. Les escadrons Chat Noir volaient des attaques de nuit. Le P-Baby faisait tout. Le Consolidated P B-4I2 Privateer. La Navy voulait un bombardier de patrouille à basse altitude dédié. Alors ils ont redessiné le Liberator. Queue haute simple pour une meilleure stabilité, supprimer les turbocompresseurs, pas besoin au niveau de la mer, ajouter des blisters latéraux pour plus de canons. Un chasseur de sous-marins et tueur de navires construit sur mesure. Le Martin PBM Mariner,
plus gros et plus lourdement armé que le PBI Trian, avec des ailes distinctives en mouette. À la fin de la guerre, c'était l'hydravion longue portée principale de la Navy dans le Pacifique. Les Lockheed PV, un Ventura et PV-2 Harpoon, bombardiers de patrouilles terrestres dérivés du transport Lodestar. La Navy et les Marines les ont utilisés pour des frappes anti-navires et des patrouilles, surtout dans les Aléoutiennes. Maintenant, les petits gars, les avions de liaison, le Piper L4 Grasshopper, version militarisée du civil, J3 Cube, a volé dans tous les théâtres, opéré depuis des pistes improvisées et des routes, repéré l'artillerie, transporté des messages, évacué les blessés. Non armé, lent, mais il a révolutionné le commandement et le contrôle sur le champ de bataille. Le Stinson L5 Sentinel, avion de liaison militaire construit sur mesure, plus gros et plus rapide que le L4, et il pouvait transporter un patient sur civière en faisant une ambulance volante dans des endroits comme la Birmanie. Les Taylorcraft L2 et Aeronca L3, autres sauterelles qui ont servi principalement dans l'entraînement et les rôles de liaison sur le continent, moins célèbres, mais partie de l'effort de mobilisation totale. Vers les transporteurs de fret, la logistique gagne les guerres. Le Douglas C-47 Skytrain, la version militaire du DC-3, est l'un des avions les plus importants du XXe siècle. A larguer des parachutistes au-dessus de la Normandie, remorquer des planeurs au combat, voler la bosse au-dessus de l'Himalaya. Eisenhower a dit que c'était l'une des 4 armes qui ont gagné la guerre. Ce n'est pas du battage médiatique, c'est un fait. Le Curtiss C-46 Commando, plus gros et plus puissant que le C-47. Le cheval de bataille du théâtre Chine-Birmanie-Inde, transportant des charges massives au-dessus de l'Himalaya. La maintenance était pénible, mais quand il fallait le faire, le C-46 le faisait. Le Douglas C-54 Skymaster, transport quadrimoteur qui a été pionnier des vols transocéaniques ne fiables. Transport VIP, principal et gros transporteur de fret. Moins célèbre que le C-47, mais il a jeté les bases de la capacité de transport aérien militaire global que l'Amérique a encore aujourd'hui. Le C-87 Liberator Express, version transport du B-24, utilisé massivement sur la route de la Bosse. La conversion n'était pas parfaite, mais tant désespérée. Les envahisseurs silencieux, les planeurs. Le Waco CG-4A Adrian, le planeur américain principal. Construction en tissu et bois, généralement considéré comme consommable. A livré des troupes et de l'équipement, Jeep, obusier. En Sicile, Normandie, Market Garden et Birmanie. Silencieux, vulnérable et absolument crucial. Les Waco CG-13 et CG-15, modèles de planeurs améliorés avec plus de capacité, production limitée, arrivés tard dans la guerre. Le Leicester Kaufmann CG-10, un planeur cargo massif qui pouvait transporter un gros camion. Seulement 5 ont été construits, destinés à l'invasion du Japon qui ne s'est jamais produite. Et enfin les entraîneurs, hélicoptères et bizarreries expérimentales. Le Boeing Stearman PT-13/PT-17 Cadet, l'entraîneur biplan iconique. Des milliers de pilotes ont appris à voler sur ces machines robustes et tolérantes. Technologie obsolète mais qui a construit la fondation. Le Fairchild PT-19, entraîneur primaire monoplan, une alternative plus moderne au Cadet. Le Vultee BT-13 Valiant, connu comme le vibrateur pour des raisons évidentes. Introduisait la complexité, volet, radio, pour préparer les pilotes aux avions de combat. Le North American AT-6 Texan, l'entraîneur avancé, haute performance, complexe, la dernière étape avant les chasseurs. Si vous pouviez gérer un Texan, vous pouviez gérer un Mustang. Le Beechcraft AT-11 Kansan, entraînait les bombardiers, rôle spécialisé mais critique. Le Sikorsky R4, le premier hélicoptère produit en série, a effectué les premières missions de sauvetage au combat dans les jungles de Birmanie en 1944, prouvant que les aéronefs à voilure tournante avaient un avenir. Le Interstate TD-R1, un drone d'assaut pionnier avec une caméra TV, contrôlé à distance par un pilote dans un Avenger, utilisé en opération contre des positions japonaises dans le Pacifique, un aperçu du futur, le Vought XF-5U Flying Flapjack, un avion radical en forme de disque avec des hélices en bout d'aile, n'a jamais volé en opération, mais a montré jusqu'où les ingénieurs étaient bien prêts à repousser les limites. Les Curtiss XP-55 Ascender, Vultee XP-54 et McDonnell XP-67. Chasseurs expérimentaux avec des configurations canard, bipoutre et ailes de chauve-souris. Aucun n'est arrivé en production, mais ils ont fourni des recherches précieuses. Le Fisher XP, 75 Eagle, une tentative de créer un super chasseur en combinant des pièces d'avions existants, LP-51, queue SBD, train P-40, a échoué. Il s'avère qu'on ne peut pas créer de la grandeur à la Frankenstein.